Ok, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Frédéric. On vous accueille aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On vous accueille avec Anaïs de l'équipe Paléo Énergétique, équipe qui recherche depuis 2015 des inventions, des brevets oubliés, des inventeurs de la transition énergétique qui a bien déjà commencé et qui sont un petit peu hors des radars. Donc tout ce patrimoine, il est déjà très riche. Il est dans le domaine public. Et donc, on est assez convaincu qu'il pourrait très bien nous aider à accélérer la transition à laquelle on doit faire face aujourd'hui, pour laquelle certains analystes disent qu'on a 10 ans, donc c'est très court. Et donc, l'idée du projet paléo-énergétique, c'est justement de convoquer les anciens et de convoquer tout ce patrimoine qu'on a déjà dans nos cartons pour peut-être le réactiver, pour faire peut-être ce qu'on appelle du remix technologique. Et donc, voilà, c'est le site paléo-énergétique.org recueille un grand nombre d'inventions, euh, euh, recueille aussi un grand nombre de témoignages parce que c'est un projet participatif. Et donc, on a cet ouvrage qui, pour la bonne nouvelle, va être réédité en septembre prochain, puisqu'il est épuisé Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques, qui, voilà, du coup, compile un certain nombre d'inventions, d'inventeurs, mais aussi de théoriciens qui ont eu la gentillesse d'écrire à nos côtés, comme Alain Gras ou encore euh, euh, Olivier Wathelet et Charles Mainviel, ou aussi Arnaud Passalacqua. Voilà, j'en oublie, je ne vais pas tous les citer, mais on a énormément de chercheurs qui sont à nos côtés. Et puis, on a sorti un ouvrage dernièrement avec Philippe Bruyère qui s'appelle Une autre histoire des machines avant, et dans laquelle on refait la généalogie et l'histoire, je dirais la grande histoire de l'éolien moyen et du petit éolien qu'on doit bien sûr pas oublier. Et donc aujourd'hui, en fait, on accueille Frédéric Caille, qui est donc un grand chercheur sur voilà, l'énergie et puis l'énergie solaire, un grand chercheur avec qui on a déjà travaillé, échangé, qui a participé depuis le début, en fait, aussi en nous envoyant en fait des inventions absolument très intéressantes sur l'énergie solaire et qui par ailleurs est un chercheur sur les pompes solaires thermodynamiques de la Sofretes, voilà, qu'on retrouve aussi bien sûr dans l'ouvrage, et qui actuellement sort un ouvrage qui s'appelle L'invention de l'énergie solaire, la véritable histoire d'Augustin Mouchot, aux éditions Librinova. Voilà. Donc un ouvrage tout frais qu'on va recevoir à l'atelier et qu'on se réjouit de feuilleter et de dévorer. Et voilà, l'idée aujourd'hui, Frédéric, c'est de vous accueillir, de vous remercier pour votre travail, parce qu'il est nécessaire en fait pour la grande transition énergétique. Et puis voilà, je vous passe la parole parce que c'est à nous de vous écouter. Bon, merci beaucoup Cédric et toute l'équipe de Paléo. Oui, c'est un livre qui est la première biographie scientifique d'Augustin Mouchot, car il faut dire que même si nous possédions quelques notices biographiques et même un ou deux articles, enfin, oui, un ou deux articles relativement récents, bon, alors on croyait connaître bon, les éléments biographiques principaux, on les connaissait d'Augustin Mouchot, mais en fait, ben, moi-même, au début, il y a une dizaine d'années, quand je l'ai découvert, bon, j'avais un peu du mal à savoir qu'est-ce qu'on pouvait apprendre d'Augustin Mouchot de plus. Et c'est vrai que Cédric l'a mentionné, le fait d'avoir travaillé sur d'autres innovations énergétiques, notamment les pompes solaires thermodynamiques, qui étaient plus récentes, qui sont apparues, qui ont été mises au point dans les années 60-70, m'a appris des choses qui m'ont aidé à mieux comprendre aussi le parcours d'Augustin Mouchot. Et en fait, le livre, son premier d'ailleurs titre, était Les leçons solaires d'Augustin Mouchot, car en fait, c'est à la fois la biographie, je pense, la première biographie basée sur des sources archivistiques qui étaient méconnues, sur des éléments bon, que personne n'avait vus, sur beaucoup d'articles de presse qui étaient inconnus. Euh, donc il y a tous ces éléments-là qui sont nouveaux, mais il y a aussi quand même un effort de replacer le parcours de Mouchot, à la fois les soutiens qu'il a eus et les difficultés dans, bah, disons, dans le contexte de la défense d'une sociotechnique qui est celle on peut dire, du solaire thermique et du solaire thermodynamique de petite température. Car en fait, là, on verra, enfin, ou ceux
qui feront l'effort de regarder le livre vont découvrir que Mouchot, plus qu'on l'a dit parfois, a toujours travaillé sur tous les aspects de l'énergie solaire. Notamment, par exemple, sur la cuisson, la distillation, le séchage solaire, même si sa préoccupation première, c'était de mettre au point un moteur à vapeur solaire, d'avoir la force mécanique. Mais quand on regarde un peu tout son parcours, on voit qu'à chaque fois il mettait en avant, bah, il utilisait aussi la cuisson parce que c'est plus parlant, c'est un peu plus, On, on- même on le, médiatiquement, voilà. on le voit sur des coupures de presse de 1882 qu'on a pu collectionner avec l'équipe et aussi euh, qui montrent que quand il imprimait des journaux à l'énergie solaire, il y avait aussi des démonstrateurs, des cuiseurs solaires tout autour et qu'effectivement, il présentait un peu l'ensemble des inventions. Et puis, du coup, je vous présente aussi Anaïs Chazelle. Anaïs, tu peux te présenter parce qu'effectivement, nous nous sommes présentés avec Frédéric, mais tu es aussi partie de l'équipe paléo-énergétique. Oui, alors moi j'ai rejoint cette belle équipe cette année. Je suis étudiante, en fait je prépare les concours de conservation du patrimoine technique et scientifique. Et c'est pour ça que j'ai rejoint donc l'équipe de Paléo cette année pour aider aux recherches, aux expositions, à tout ce travail Voilà. d'archives. Et Et on encourage d'ailleurs des étudiants ou étudiantes qui s'intéressent au sujet à rejoindre ce master, c'est ça? oui, donc moi je suis le master patrimoine scientifique, technique et naturel qui est donc à l'université Paris-Cité, et qui permet de professionnaliser des étudiants sur la question de la conservation des patrimoines techniques et industriels encore assez méconnus dans l'univers des musées. Il y a plein de choses à faire. Rejoignez ce master parce qu'on a besoin d'historiens des techniques et du patrimoine pour préserver et retrouver et préserver tout ce patrimoine qui sinon va partir à la casse, voilà, pour certaines machines, etc. Et donc, voilà, conservons tout ça. Merci Anaïs, en tout cas, de ton aide pour toute cette grande aventure de recherche un peu au sein des Indiana Jones de l'énergie. Voilà, Docteur Jones, je vous repasse le micro. Oui, oui, effectivement, sauvegarder un certain nombre de traces des expérimentations du passé, c'est fondamental. Et voilà, il faut les sauvegarder, mais souvent, pour les sauvegarder, il faut aussi les avoir comprises, hein. Car si beaucoup de choses ont disparu enfin, de Mouchot, et peut-être moi j'ai tenté, mais il y a encore sans doute, on peut toujours espérer ou rêver de redécouvrir un four Mouchot quelque part ailleurs dans le monde, voilà, dans une réserve, parce que Mouchot lui-même a dit que plusieurs de ces appareils devaient être acquis par des cabinets de physique de Saint-Pétersbourg, de Milan, de Philadelphie. Donc on peut rêver et penser qu'il serait dans les réserves d'un musée où on ne l'aurait pas bien identifié encore. Et aussi, on pouvait, moi là, j'avais tenté d'avoir des informations, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas encore quelque chose dans les archives de l'armée, dans les réserves du matériel militaire, parce qu'en fait, Sûr. des cuiseurs en mouchot ont été employés par Oui, par les les forces. militaires français dans le Sahara. Ça, on en a des preuves, on en a des traces. Après, ce qui reste des matériels, comme ça n'est pas un matériel fabriqué par l'armée, on m'a expliqué que bon, c'est des matériels achetés. On sait à Châteauroux, il y a des endroits, mais bon, c'était une première investigation. Ça mériterait sans doute de. Voilà, il y a beaucoup d'autres matériels Désolée. qui, qui peuvent être recherchés, plus récents aussi, hein, au-delà de Bouchot, au début, fin du 19e, mais aussi au cours du 20e siècle. Beaucoup de gens ont fait des expériences, des cuiseurs. Euh, voilà, Paléo en connaît un certain nombre, comme Monsieur Perrier, Perrier avec son grand concentrateur solaire, etc. Mais il y Alors, en a d'autres, des universitaires de ce genre, il y en a plusieurs autres qui sont encore là. On m'en parle des fois, des gens m'ont dit j'ai récupéré les archives de tel prof. Voilà. Donc il y ouais, a encore. Voilà. c'est pour ça que nous, au sein du projet Paléo, alors bien sûr, on mène des ateliers avec des entreprises, des territoires. On est très présent sur la toile digitale. On essaye d'incarner ça aussi, cette pensée dans des ouvrages.
Et puis, quand on fait des petits ateliers ou des conférences, on a maintenant en fait conçu un petit avis de recherche voilà, qui parle de Mouchot, qui montre l'imprimante solaire et qui dit que bah, en fait, on recherche les journaux qui ont été imprimés dessus à Oui, l'époque. oui, bien sûr, oui. Ce qui fait que peut-être même on pourrait d'un seul coup retrouver un collectionneur ou quelqu'un qui nous dit ah, mais moi je sais parce que j'ai quelque chose. Donc, c'est ce qu'on fait en fait quand on passe chez les bouquinistes, chez les libraires, chez les archivistes et les antiquaires. Voilà, on laisse nos petites cartes de visite, on laisse des petites cartes postales, on laisse des traces pour que d'un seul coup, s'ils tombent sur un ouvrage, voilà, la chaleur solaire et ses applications industrielles, je crois qu'on a un ouvrage original dans notre collection d'ailleurs. On a un facsimilé aussi, mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on retrouve les choses des fois par certains hasards en fait, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et, oh, déjà, l'ouvrage original n'est pas si courant. Euh, Là, j'en ai vu un exemplaire dédicacé. Enfin, j'en connais 2 exemplaires dédicacés de Mouchot, mais j'en ai vu un récemment. Mais il est pas courant parce que, bah voilà, on retombe sur aussi le but de l'ouvrage. Mouchot reste méconnu, quand même, hein, bon, évidemment, à Paléo, ou pour les gens qui s'intéressent aux énergies renouvelables, Oui, il signifie quelque chose. Pour tous les gens qui ont travaillé sur l'énergie solaire aussi, bien sûr, ça, moi j'ai essayé de le montrer. Indiscutablement, il a un écho mondial, Mouchot. Indiscutablement, tous les gens qui ensuite ont travaillé sur le solaire ont toujours rendu hommage à Mouchot et ont toujours dit c'était le premier. Même des gens, même certains de mes collègues l'ignorent ou sous-estiment. Je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'espère qu'ils liront le livre aussi, les historiens de l'énergie. Car ils le sous-estiment. Même Félix Trombe, par exemple, celui qui a conçu le grand four de Dello, mhm. Trombe, dans les années 50, commence un article, un de ses premiers articles d'ailleurs, sur l'énergie solaire, en rendant hommage à Mouchot. Pourtant, Trombe ne s'intéresse pas tellement aux moteurs solaires, hein. Lui, c'est plutôt la haute température, tout ça. Donc il Mais rend il hommage reconnaît que Mouchot a montré que des moteurs solaires étaient fiables il aussi. rend Voilà. hommage au Padre Himalaya. Padre Himalaya, je sais que des gens l'aiment beaucoup. J'ai un petit peu lu, je le connais moins Félix bien. Trombe Félix Trombe n'en Sans... parle pas. C'est bizarre Il est parce que intéressant, mais oui, Trombe, il est dans le sud. Trombe, il est dans le sud. tout à Euh, fait. Padre Je pense Himalaya, que Padre Himalaya s'est inspiré de Mouchot, quoi, vraiment. Je oui. pense sans... Mais Oui, voilà, je pense qu'il l'a lu. Himalaya, à un moment donné, dans la haute température, voilà, c'est à Saint-Louis, aux Oui, États-Unis, début du 20e, et il monte à 4000 degrés quasiment. oui, oui, bien sûr. Oui. Là, c'est les gens qui cherchent, effectivement, comme va le faire Félix Trombe, à avoir, puisque les plus hautes chaleurs sur Terre, on peut les produire, on ne peut les produire qu'avec la chaleur solaire, à part dans un réacteur nucléaire. Sinon. Voilà, Oui, oui, ça, oui, c'est oui, tout à celui fait. du Padre Bien sûr. Himalaya. D'ailleurs, Frédéric, il y a des retraités qui ont reprototypé ça. Alors, j'ai pas tout suivi de leur. J'avais vu l'association, j'avais vu qu'ils avaient sauvegardé le site aussi, si je me souviens bien, hein, là, dans... Ils ont reprototypé la parabole, non pas de Mouchot, mais de Padre Himalaya. Ah, ça, c'est intéressant parce que moi, je pense, et on m'en a parlé en off auparavant, il faut reprototyper un cuiseur solaire au moins de Mouchot. On peut peut-être le faire puisqu'on a quand même un seul exemplaire. Et moi, je pense que c'est très important parce que Mouchot, bon, bah, c'est un cuiseur avec le principe de l'effet de serre, puisque en fait, on va dire l'innovation principale d'Augustin Mouchot, c'est le manchon en verre sur le centre de la parabole solaire. Mm. D'ailleurs, Mouchot est quelqu'un qui n'a euh, jamais prétendu avoir inventé quoi que ce soit ou découvert quoi que ce soit. Il dit les principes de l'énergie solaire, tout le monde les connaît, enfin, ils ont été démontrés par des physiciens, on est conscient du potentiel. Simplement, par exemple, moi, il a l'ingéniosité d'imaginer ce manchon au milieu d'une parabole. Voilà, donc ce qui permet quand même d'atteindre assez vite, y compris sous nos latitudes, l'ébullition, donc d'avoir de la vapeur. En fait, ce qu'il cherche, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité aussi, Mouchot, mais il ne travaille pas que là-dessus. Au début, il travaille simplement sur des petites pompes. Donc, moi, j'ai quand même redécouvert, je pense, déjà son premier brevet que personne ne connaît plus, qui est une héliopompe. Et bon, voilà, bon, c'est mon premier chapitre même. Parce que dans le premier brevet, il y a tous les principes de Mouchot. C'est quelque chose de très simple, c'est une sorte de boule qui chauffe au soleil
et la dilatation de l'air permet de faire monter avec un clapet anti-retour l'eau. Alors, ça semble dérisoire, mais c'est en fait une fontaine à soleil. Un peu Et un Mouchot, bélier déjà, solaire. hein, Un peu oui, un bélier solaire. tout à fait. Et en fait, Mouchot déjà envisage que bon, ça fait peut-être monter que d'1 mètre, puisque la boule fait 30-40 centimètres de diamètre. Ça semble ridicule. Mais si on en met beaucoup le long d'une colline, d'1 mètre en 1 mètre, on monte au sommet d'une colline. Et on a une énergie gratuite. C'est vraiment typiquement, moi je trouve, une pensée très low-tech. Pour ça, Mouchot déjà anticipe là-dessus, parce que c'est peu coûteux, il n'y a presque pas d'entretien. Ah, ouais. Voilà. Je Euh, crois qu'il y a tous les principes de son travail. je crois que Euh, c'est aussi le principe en 1615 de la pompe solaire de Salomon de oui, Gauss. oui, oui, tout à fait. Mouchot en parle dans son livre. Ah, Mouchot ne prétend pas, c'est pour ça que je disais, il ne on parle prétend pas du tout avoir Est-ce que inventé le processus. est-ce que Mouchot parle de Léonard de Vinci ou pas du tout? Pas tellement de Léonard de Vinci dans mon souvenir dans son ouvrage, mais il essaie de faire quand même un historique des principaux innovateurs, de ceux voilà, qui ont fait. Je dis ça, Frédéric, parce que moi j'ai grandi à Tours. Je n'ai jamais entendu parler de Mouchot. D'accord. J'ai beaucoup entendu parler de Léonard de Vinci, mais jamais des recherches de Léonard de Vinci sur la concentration solaire, puisqu'il en a fait. Il y a des dessins dans les codex, il parle de le soleil est chaud par nature et non par vertu, ça commence comme ça, etc. Donc, lui, il veut faire fondre du bronze à l'énergie solaire. Il se trouve qu'il finit sa vie au Clos Lucé à Amboise et que Mouchot n'habite pas à Saint-Tropez à l'époque, il habite à Tours. Donc, la Loire, hein, c'est pas non plus méga ensoleillé. Et donc, il se met à se mettre à corps perdu quand même dans des recherches voilà, sur la concentration solaire. Et moi, voilà, il me semble qu'il y a peut-être des ponts, ou en tout cas que voilà, Mouchot est allé explorer Oui, bon, ce qui était voilà, fait avant lui. Donc, oui, oui, tu verras. Bon, il a commencé à travailler à Alençon, hein, quand même, à Mouchot essentiellement. Bon, il y a l'hypothèse qu'on peut avoir, bon, encore moins beau. c'est qu'il non, c'est qu'il y a une des plus grandes bibliothèques, une bibliothèque de jésuites de 15 000 volumes, une des plus belles bibliothèques d'Europe, des plus anciennes. Et là, Mouchot a pu avoir accès à des ouvrages effectivement très anciens du Moyen Âge, Salomon de Causse, mais aussi Antémus de Tralles, le premier qui va dire, qui va essayer de démontrer que Archimède a réellement pu mettre le feu. Puisque peut-être Oui. vous savez que Descartes dira que c'est une légende, mais Antémus de Tralles, qui est l'architecte de la basilique Sainte-Sophie, enfin, désormais redevenue mosquée, mais à Istanbul, cet architecte byzantin, lui, émet l'hypothèse, donc qui sera reprise en fait par Buffon bien plus tard, qu'en fait, ça n'est pas un grand miroir qui enflamme les, les voiles des voiliers romains qui attaquent Syracuse, mais plein de petits miroirs qui tous orientés, voilà. Et on imagine bien que faire un très grand miroir à cette époque, c'est impossible, mais plein de petits carrés, oui. Et Buffon donc a refait l'expérience. Il faut des voiles Et- noirs, hein, sinon sur deux blancs, ça ne marche pas. Hein. oui, il y a aussi ça, mais bon. Moi, En je fait, trouve que bon, ça aurait pu être aussi, le but, comme on non, dit, mais parce que cette discussion, elle revient, moi, je trouve, périodiquement, et j'avoue que, pour enfin, moi, je c'est trouve une qu'il arme faut, de dissuasion. oui, oui, mais que ce soit une partie qui est une partie mythique, c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Buffon, lui, la prend. Euh, et Buffon est un des premiers expérimentateurs dans l'histoire des sciences. Et il va, lui, c'est-à-dire que Antémus de Tralles émet l'hypothèse, Descartes dit non, mais Buffon, lui, eh ben, il enflamme à 60 mètres un tronc de sapin. Et pour moi, quand même, c'est aussi un peu une étape, malgré tout, puisque c'est à peine 100 ans avant Mouchot. Et là, il est prouvé que la chaleur solaire à 60 mètres met le feu à un tronc de sapin. Donc, Mhm. si on règle bien les choses, si on règle bien de simples miroirs étamés, hein, de l'étain, ou on n'a même pas besoin de. Bon, après, alors, Mouchot, d'ailleurs, qui est quelqu'un d'assez rigoureux, on regarde les avantages et inconvénients du plaqué d'argent, bon, du simple étain étamé, mais tout le monde sait que quand il fait très chaud, une simple feuille de métal déjà renvoie pas mal de chaleur solaire. Alors, plus tu vas vers un miroir, meilleur le rendement est, mais le coût, le rapport coût, corrosion, en fait, Mouchot, c'est de la physique pratique. Euh, c'est que c'est qu'il faut tester, il faut que ça marche. Mouchot,
il fait juste cet effort, enfin juste entre guillemets, parce qu'en fait, il va jusqu'au bout. Et ce que moi j'ai trouvé un peu, je pense quand même aussi ce qui sera peut-être un peu nouveau dans l'approche, dans le livre, c'est que plus j'ai travaillé, plus j'ai été étonné de voir que l'Académie des sciences a beaucoup soutenu Augustin Mouchot. Plus j'ai été étonné aussi du soutien matériel très important qu'il a eu des autorités françaises. Un peu sous le Second Empire, mais sous le Second Empire, on a moins de preuves et de traces, il n'y a pas d'archives qui sont vraiment restées. On a son témoignage essentiellement. Est-ce qu'on peut Mais voir sous la la Troisième représentation? République, Est-ce qu'on peut voir un peu d'images? alors oui, je peux vous montrer un petit peu des images. Hop. Est-ce que là on est bien mieux? Ouais, je crois qu'on voit bien. Ouais. Super. Voilà. Euh, donc voilà, voilà. Bon, donc on peut montrer quelques images. On ne peut pas toutes les montrer car il y en a beaucoup. Vous le savez. Mhm. C'est pas pour inciter seulement. Il y en a pas mal dans le livre d'ailleurs, ce qui malheureusement peut-être augmente un petit peu son prix. Même si elles sont pas en couleur. J'avoue que j'ai hésité pas mal à en mettre, mais pour les gens qui connaissent pas le travail de Mouchot, il me semblait que sans images, Non, c'était non, c'est difficile, ou pour les gens qui ne sont pas techniques, hein, de s'approprier. Donc là, on commence, en fait, c'est le seul four véritablement fabriqué par Mouchot, ou plutôt probablement quand même par son associé Abel Pifre, donc qui était un four solaire portatif, le seul qui est connu aujourd'hui. Il lui manque son manchon en verre, hein, comme on le voit, puisque le manchon en verre, il se mettait sur le pistil central, hein, là qu'on voit au milieu. Il est d'ailleurs un petit peu tordu. Bon, aujourd'hui, ce four solaire est d'ailleurs dans un état, là c'est dans les années 1950 à peu près cette photo, hein. Malheureusement beaucoup moins bon, tout corrodé, Mhm. il n'est plus du tout brillant. Donc peut-être parce qu'il a été conservé par la Société des sciences de Semur dans une tour, enfin je ne sais pas, un peu humide. C'est difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est corrodé. C'est un four qui a été donné par Augustin Mouchot à son école primaire natale, donc à Semur-en-Ossois, à son instituteur, qui l'a gardé, qui a fait des expériences toute sa vie avec les enfants, assez régulièrement le sortait apparemment, et a dû décéder dans les années 1930. Son épouse l'a conservé, et puis elle l'a donné juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. c'est génial de penser qu'en fait, le seul vrai Mm. qui reste, c'est pas l'armée, c'est pas l'Académie des sciences, Ah c'est oui, tout à fait. l'école primaire de Sombled, en fait. Oui, oui, c'est assez beau, oui, tout à fait. Mais L'instituteur. Augustin Mouchot, oui, oui, Mouchot a donné un exemplaire de son ouvrage à la bibliothèque de Semur. Euh, il a fait l'effort de dédicacer, de l'envoyer. Il avait envoyé un ou deux aussi de ses ouvrages de mathématiques à son collège. Et donc, en fait, bon, voilà, si je peux le dire, je pense, ce week-end même, là, il y a 2 jours, à Semur-en-Ossois, s'est créé un comité Mouchot qui veut euh, peut-être profiter de remettre un peu Augustin Mouchot dans sa ville à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, qui sera en 2025. Génial. Donc, ce petit comité est en train de se constituer avec la municipalité, des acteurs locaux, et on redécouvre des choses eh bien, voilà, par exemple, les amis du collège de Semur, ce sont des gens, voilà, une association, ont récupéré au moment où le collège déménageait ses caves des vieilles choses qu'ils allaient jeter. Le proviseur a dit venez voir. Et là, ils ont trouvé le livre dédicacé de Mouchot, par exemple, qui actuellement est toujours dans le bureau du proviseur du collège. Bon, pour l'instant, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il avait été proposé par certaines personnes d'appeler soit le collège, soit le lycée Augustin Mouchot. Mais non, il n'avait pas, à l'époque, il n'était pas encore assez connu. Voilà. Sachez qu'il y a une rue dans le 13e arrondissement. Alors, je ne sais pas si nous sommes des Oui, influenceurs, mais peut-être un petit peu. C'est le monsieur Jérôme Coumet qu'on a croisé la semaine dernière. M'a dit qu'ils avaient nommé une place ou une oui. rue du nom de Mouchot. Une petite rue, hein, euh, euh, c'est bien, c'est mieux, mais on va dire que quand même, C'est pas mal. c'est en 2012, je crois, Paris a mis longtemps, hein, mais bon, voilà, oui, il y en a une. Mhm. En C'est- même temps, la notice n'est pas tout à fait exacte, hein, sur le répertoire des. Je l'ai regardé et c'est un petit peu dans ma conclusion.
ça montre, enfin, il m'a semblé, moi, que dans l'épilogue, j'évoque un petit peu ça, mais rapidement, on voit que Mouchot ressort un petit peu de l'anonymat grâce à Paléo, mais aussi grâce à quelques personnes. Il y a quand même eu quelques articles ces dernières années. Et ce qui est intéressant, enfin, pour l'historien en tout cas, un petit peu, ou quand on réfléchit, c'est que, par exemple, dans la rue de Paris, il est marqué dessous ingénieur spécialiste de l'énergie solaire. Alors moi, ça m'a amusé parce que Augustin Mouchot aurait pu être ingénieur, mais il n'est pas ingénieur. C'est un enseignant du secondaire, un passionné. Mais on voit que, enfin, ça amène à réfléchir, parce qu'on dit, on a l'impression que pour le crédibiliser, il faut lui donner le titre d'ingénieur. C'est pas les seuls à faire cette erreur d'ailleurs. Mais Mm. voilà, enfin, tous ces éléments, je trouve, ils sont intéressants à penser aussi. Parce que c'est Ingénieur. peut-être ça qu'il a dévalorisé dans l'histoire, Mouchot, parfois, qu'il soit pas un ingénieur, en fait. Il est un, sauf à l'Académie des sciences. Je reviens, vous le verrez, l'Académie des sciences, d'ailleurs, c'est même impressionnant, hein. Augustin Mouchot, au moment de son décès, va avoir un éloge en séance par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, alors que jamais on ne fait l'éloge de quelqu'un qui n'est pas un académicien. Donc, on voit que des gens, et c'est pas n'importe quelle Académie des sciences, hein, il y a les gens qui sont, c'est les plus grands scientifiques français du moment, qui ont bien conscience qu'Augustin Mouchot est un enseignant, euh, mais le respectent beaucoup. Est-ce que Ouais, donc voilà, qui est limité, Frédéric. voilà, bon Ouais, bah, qu'on avance. je passe sur des aspects biographiques, ceux que ça intéresse. Bon, j'avais commencé à mettre des choses qui vont être réaméliorées sur les rues, l'endroit où a vécu Augustin Mouchot. À Tours, quand même, bon, c'est vrai qu'il n'est pas très présent, mais il faut rappeler qu'il y a quand même, lors de ma dernière visite, cette plaque qui malheureusement d'ailleurs a été cassée par des plaisantins mal intentionnés parce que c'est un peu dommage qu'ils ont voulu lancer quelque chose sur, car elle avait été installée par Félix Trombe et un certain nombre de scientifiques français. Donc en 1968, 69, hein, ils ont lancé une association Augustin Mouchot à l'époque pour utiliser Mouchot pour promouvoir l'énergie solaire. Donc cette association a eu quelques années d'existence, elle a fait quelques numéros. C'est d'ailleurs dans le numéro de l'association qu'on trouve les photos qu'on a vues juste avant de ce mur. Et donc, et c'est eux aussi qui ont fait la réédition, hein, du livre d'Augustin Mouchot. Et ils ont été mettre la plaque à Tours. Vous voyez, et ils sont tous décédés ensuite. Je la connais bien, A redisparu. je la connais bien, Oui, cette plaque. voilà, cette plaque, bien sûr, D'ailleurs, elle est connue. sauf erreur, j'ai Ouais. expliqué au maire de Tours, monsieur Emmanuel Denis, qu'il fallait veiller à peut-être la Ah réparer. oui, il faut veiller. Bien sûr, il faut veiller à ce qu'elle soit. Parce que. Puis nous, on a des posters, Frédéric, on voulait coller un poster sauvagement Euh, dans la en dessous, un des posters de Mouchot avec sa machine. ce Euh, serait intéressant, on peut faire une installation où on peut c'est faire. ça. Voilà, donc ce La serait tout à machine, fait. machine d'ailleurs qu'on a redessinée en 3D, Oui. qui est visible dans le Rétrofutur Museum, que je vous invite à visiter si vous ne l'avez pas encore fait, Frédéric. Donc c'est sur le Moi, site j'ai vu, oui, oui, j'ai vu en partie la machine, oui, tout voilà. à fait. Sur le site Et- paléo-énergétique, vous pouvez rentrer dans le musée, le muséum virtuel, et là vous allez découvrir la parabole de Mouchot en action, en fait, qui alimente une presse. Voilà. Et on a créé aussi. Mouchot existe déjà dans le métaverse, en fait, Exactement. Tout à fait. Ouais. pour ainsi En fait, dire. Voilà. Tout à fait. on redonne une vie à tous ces grands inventeurs disparus. Alors, moi, je vais vous laisser continuer, puis je vais aller chercher de quoi prolonger notre forfait avec Zoom, parce que sinon, la vidéo s'arrête dans 6 Bah, minutes. là, je viens de recréer un lien, on va réenregistrer. Ah, d'accord, on fera un montage. Ce Très sera bien. beaucoup plus Ok. simple, je Voilà. pense. Ok. Bon, de toute façon, voilà, bon, on voit le livre là d'Augustin Mouchot qui est extrêmement important, bon, Et sur oui. lequel on va pas s'étendre, mais qui est quand même son principal, voilà, qui mérite d'être regardé de près. Après, sans tout raconter, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, je crois, à dire. Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Mouchot, on a parfois sous-estimé le fait qu'il s'est intéressé autant. Bon, je pense que une manière de réfléchir des fois sur l'énergie solaire, c'est bien concevoir que c'est un peu un tout, hein. La cuisson, la distillation, la force motrice, mais aussi l'habitat. Alors là, Mouchot n'a pas travaillé sur l'habitat solaire, mais il a travaillé sur les deux autres aspects
aspects et il les a jamais vraiment séparés, même si la force motrice, évidemment, était quelque chose qui pouvait sembler plus important et plus d'usage. Mais la cuisson, et aujourd'hui on y revient hein, quand même, on le sait. Alors, bien sûr, c'est pour les pays. Il faut quand même toujours rappeler aussi, parce que c'est que Mouchot lui-même et tous ceux qui ont travaillé dans son esprit ont toujours dit qu'il travaillait essentiellement pour les pays du soleil, pour d'autres latitudes que celles de l'Europe occidentale où nous sommes. Hein. Euh, Plutôt, alors, en plein été, dans le sud de la France, il y a quand même des utilisations intéressantes, mais il faut reconnaître qu'il faut descendre un peu en latitude pour que ça devienne vraiment fonctionnel toute l'année et beaucoup plus rentable. Dès qu'on passe la Méditerranée, là, on atteint un intérêt absolument fantastique. Et donc, Mouchot va travailler en Algérie, hein, on le sait, il a quand même beaucoup de financement. Moi, je crois avoir reconstitué assez bien et tenter d'évaluer en euros ce que ça représentait, ce sont quand même des sommes assez importantes. Il a un vrai soutien. D'ailleurs, je crois qu'il a vraiment une déception énorme le jour où ce soutien s'arrête, en 1880, alors qu'il est en train de travailler sur des piles thermosolaires. Si Mouchot avait eu un peu plus d'argent, il avait commandé, donc, parce que vous connaissez peut-être ça, des piles qu'on chauffe. Euh, y a la technique de la pile Volta, c'est la pile à température constante chimique, et la pile électrosolaire, c'est pareil, c'est chimique, mais en la chauffant, elle produit du courant. Donc elle est découverte à peu près la deuxième moitié, enfin, dans les années 1870. Et Mouchot, on peut dire là, il est vraiment très visionnaire parce qu'il est convaincu que, ben, en chauffant avec le soleil ses piles, il va produire de l'électricité. Et il a commandé hein, un appareil de ce type, il l'attend à Alger, et puis et ben là, le ministère, il y a un peu aussi un changement, on est pile en 1880 au sein du ministère de l'Instruction publique, et Mouchot perd ses soutiens malgré ses succès précédents. Ça fait 4 ans aussi qu'il est en Algérie, ça fait beaucoup pour l'instruction publique. Et d'ailleurs, elle va se justifier en disant qu'il ne travaille plus seulement sur des missions scientifiques, mais que c'est presque des applications industrielles. Et que ça n'est pas la mission de l'instruction publique de soutenir cela. Bon, on peut croire ou pas à cette explication, mais ce qui est sûr, c'est que Abel Pifre va moins, à ma connaissance, continuer, va pas spécialement chercher à produire du courant. Mais aujourd'hui, on reparle hein, de piles électrosolaires, hein. En tout cas thermosolaires, pardon. On reparle des piles thermoélectriques. Si on regarde dans la littérature spécialisée, il y a des gens qui y croient toujours, qui pensent que... Ben, en fait, Mouchot s'insère dans une beaucoup plus grande je dirais, lignée sociotechnique qui est la récupération de la chaleur perdue, des chaleurs perdues. Et le soleil, c'est la plus grosse chaleur perdue, perdue entre guillemets, perdue au sens que l'homme ne l'utilise pas, si on veut, que la société moderne ne l'utilise pas. Et donc, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui retravaillent là-dessus. Il y a il y a des startups en France qui réutilisent les chaleurs perdues. Par exemple, bah, bien sûr, les ordinateurs dégagent de la chaleur. Si on adopte, on met en place un moteur qui marche sur l'échange de température, on fait tourner un générateur, on produit de l'électricité avec la chaleur des ordinateurs, des data centers. Donc, il y a une société lyonnaise, là, il y a une start-up à Lyon qui a mis quelque chose d'assez performant actuellement, qui le développe. Alors, c'est vrai que la quantité d'électricité produite peut sembler assez faible, mais si on est toujours dans ce principe, et c'est pareil avec Mouchot, elle est faible à l'unité, mais si elle est multipliée, ça fait beaucoup. Il faut toujours réfléchir comme ça. Ça n'est pas une centrale nucléaire, c'est l'inverse. Ce n'est pas une grosse unité concentrée, c'est plein de petites unités. Mais c'est un petit peu comme la fourmilière par rapport, je ne sais pas, à l'éléphant, quoi, en quelque sorte. Hein. Oui, Beaucoup c'est de un fourmis, système ça a beaucoup de force. voilà, mais plus résilient, effectivement, et plus Oui. décentré. Donc voilà, ça c'est la toute première marmite solaire qu'Augustin Mouchot avait imaginée. Et d'ailleurs, des militaires l'ont employée, puisqu'il suffit d'un réflecteur, comme on le voit, d'un tube en verre ou disons d'un vase, et à l'intérieur d'un récipient en métal peint en noir, pour arriver tout de suite à une chaleur relativement importante. On a encore aujourd'hui d'ailleurs des fabricants
de fours solaires hein, qui utilisent ce processus, ce procédé. Soit on prend un réflecteur qu'on déplace, on fait tourner autour de quelque chose, soit on le met Ouais. sur une caisse. Hein. Oui, Ça, on a nos amis de Solar Brother qui font ça très bien. oui, voilà. Et puis le Notamment, oui, restaurant Le effectivement, Présage, les gens de. Oui, oui, tout à fait. restaurant Le Présage à Marseille que je vous invite à visiter parce Ouais, qu'ils font une cuisine solaire excellente. Et d'accord. puis il y a une association, les Festins Photoniques aussi, qu'on salue par la même occasion. Oui, oui, les Solar Brothers sont des gens qui ont, voilà, ont travaillé là-dessus. Et donc, après, lui, Mouchot, en 1878, ce que je crois on n'avait pas souvent vu, c'est qu'avant, il va être en retard pour réaliser son grand réflecteur, sa grande machine solaire, en fait. Donc ça, moi, j'ai découvert tout un dossier d'archives qui avait jamais été vu. Euh, il va être aidé de manière décisive par Abel Pif, qui est un jeune ingénieur centralien. Sans lui, il n'y serait pas arrivé parce qu'en fait, Mouchot doit s'occuper de la mise au point de son moteur, le fabricant a du retard. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il ne va terminer son grand réflecteur qu'au début du mois de septembre, alors que l'exposition a débuté au début mai. Donc Mouchot est en retard, mais ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on avait rarement vu, c'est que dès le deuxième jour de l'exposition, il a une salle à lui, une portion de salle dans le bâtiment réservé au ministère de l'Instruction publique. Et là, il y a une visite officielle, bien sûr, par le ministre de l'Instruction publique. Et Mouchot, eh bien, il ne peut pas montrer son grand moteur solaire, mais il peut montrer ce qu'on voit là, ces petits alambics, ces cuiseurs solaires, qui obtiennent un grand succès d'estime, amusent, la presse en parle très favorablement, etc., etc. On a des articles. Et on voit que, voilà, donc ça c'est au début mai, il fait beau. Bon, ensuite il est en retard, et il a sans doute, il doit être, il manque de ne pas arriver enfin quand le moteur est prêt au début septembre. Il fait beau et il fait surtout 2 grandes démonstrations où ça va parfaitement fonctionner et qui vont faire le succès et la réputation de son appareil. Dans l'une, il produit de la glace avec une machine carrée, donc c'est encore plus aussi symbolique, produire de la glace avec du soleil. Et dans l'autre, il fait monter l'eau à plus de 10-15 mètres. Il fait différentes mesures de pression. Il arrive à une pression relativement élevée, alors qu'on est là presque à la fin septembre, mi-septembre à Paris, et donc qu'on n'est pas du tout dans les conditions les plus favorables. On pourrait d'ailleurs, alors, bien sûr, si on joue à l'Uchronie, si Mouchot avait terminé plus tôt, s'il avait fait tourner son moteur tout l'été, non mais oui, réellement, si ça avait tourné tout l'été, ça aurait eu un succès, enfin disons une audience internationale bien plus grande encore, car ça en a déjà une grande. Hein. Et voilà, enfin, vous voyez, on peut s'amuser quand on commence à, voilà. Alors là, on connaît cette image que d'ailleurs, qui était sur le livre Rétro-Futur, qui est une des plus belles, voilà. Bon, voilà, on pourrait discuter on a des différentes représentations. Ce grand appareil, il faut savoir qu'il a été abandonné, puisque moi j'ai trouvé dans les archives, au début du mois de janvier-février, le commissaire général de l'exposition écrit à Abel Pif pour dire mais il faut enlever cet appareil qui est en train de traîner toujours au Champ de Mars. En fait, Mouchot est déjà reparti en Algérie. Il n'a plus d'argent, il a dépensé. Parce que, alors, vous verrez, en fait, on a oublié la place de Mouchot à l'exposition universelle. Il est obligé de construire une plateforme, ils sont obligés de construire une plateforme à côté des toilettes publiques. Normalement, il était au sein du pavillon de l'Algérie, de l'ensemble qui était, puisque c'est le Conseil général d'Algérie qui finance. Mais quand il arrive, ils ont oublié. On lui propose une place sous les arbres. Abel Bif dit c'est pas possible. Et il se bat on a tous les courriers pendant plusieurs jours. Alors finalement, on lui dit ah oui, bah là, dans la descente du Champ de Mars, à côté des toilettes publiques, vous pourriez faire une plateforme. Abel Bif dit bah, attendez, une plateforme, c'est un appareil qui fait 6 mètres de diamètre. Donc ils font une plateforme. Et à la fin de l'exposition, ils disent ah, monsieur Mouchot, faut payer, ça fait 15 000 francs. On va dire aujourd'hui, ça ferait peut-être environ 50 000 euros. Mouchot n'a pas d'argent, il est prof du secondaire. Pifre dit mais finalement, l'exposition payera quand même, le commissariat général prendra en charge les frais, ce qui semble normal puisque l'appareil a eu une médaille d'or. Également, autre problème qui est assez amusant mais symptomatique, dans quelle catégorie on met l'appareil Mouchot? C'est de la mécanique? Ça ne rentre dans aucune catégorie. La section de mécanique refuse de le récompenser. Ah non, il n'a pas été présenté dans les temps, il n'est pas... Alors on dit, mais c'est... Alors on lui donne une médaille d'or spéciale. Et tout ça montre la difficulté aussi, vous voyez, et combien il bouscule intellectuellement, pratiquement et intellectuellement les personnes, même à son époque. C'est-à-dire que tout le monde est admiratif, et en même temps, c'est quoi cet engin? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah,
Voilà. Peut-être aussi que plus on creuse sa biographie, les qualités de Mouchot sont aussi ses défauts. C'est quelqu'un de très désintéressé. Il y a un journaliste qui a cette expression, moi, qui pour moi lui correspond assez bien, c'est un génie sans intrigue. Ce qui lui manque, c'est qu'il n'est. Heureusement qu'il a l'aide d'Abel Pif d'ailleurs, hein, parce que Mouchot, d'abord, il n'est pas parisien. Ce qui joue quand même pas mal. Il est prof du secondaire, venant d'un milieu modeste. C'est quelqu'un, il n'est pas très. Il n'a pas envie d'intriguer, c'est pas du tout son caractère, faire des relations. Ça va parfois le desservir. On dit, certains journalistes de l'époque, on dit, ce qui lui a manqué, c'est ça. Si ça avait été. Car son invention aurait dû pour l'Algérie, diront certains des années plus tard, elle aurait dû marcher. On en avait vraiment besoin en Algérie, ça fonctionnait parfaitement. Et eux, et là j'ai des témoignages, j'ai retrouvé des gens, 30 ans, en 1930 encore, un ancien, un journaliste algérien dit « Ah, quand même, hein, si Mouchot, si ça avait marché ». Et s'en souvient parfaitement, la personne est âgée, il a tout vu. Donc, vous voyez qu'on peut reconstituer, ça nous rapproche un peu de… Voilà. Bon, vous verrez dans le livre, je n'ai pas le temps d'en parler, quelque chose aussi qu'on a, à mon avis, absolument oublié, c'est que Mouchot, si ça s'arrête, c'est qu'il y a une commission officielle qui est mise en place d'évaluation, une expertise, par André Crova, professeur de physique à la faculté de Montpellier. Une commission, donc comme on le voit là, elle est mise en place par le ministère des Travaux publics. Il y en a deux, une à Montpellier, une à Constantine. On ne connaît que le rapport de Crova de Montpellier. C'est une évaluation très partiale, à mon sens. On peut lire la démonstration et comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'il dit que ça marche bien, mais il fait des calculs de rendement qui ne lui sont pas demandés et il ajoute à la fin une conclusion qui ne lui est pas demandée. On lui demande est-ce que ça marche, est-ce que ça pourrait marcher au Sahara si nous construisions un grand chemin de fer transsaharien? C'est la question. Et lui, il répond oui, ça marche, mais on va les rendements, etc. Et dernier paragraphe, ce n'est pas à moi de le dire, c'est normal, tu es physicien. Mais bon, quand même, je dois dire que du point de vue économique, sous nos latitudes, je ne crois pas que cela soit intéressant. Point. Point final. La presse dit douche froide pour le solaire de Mouchot. Et en fait, on voit que là, comme aujourd'hui, on a une expertise officielle à laquelle, c'est surtout Abel Pivre va répondre, hein, sous pseudonyme, parce qu'il ne peut pas s'attaquer au ministère des Travaux publics, surtout pas André Creva, qui est un grand universitaire, spécialiste de la constante solaire. Mais en fait, difficile de comprendre pourquoi, moi j'ai appelé le chapitre Creva le fossoyeur solaire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'il fait de la physique beaucoup plus théorique, peut-être par jalousie. En tout cas, à mon avis, il sort de son mandat. Son mandat, c'est est-ce que les appareils Mouchot-Pif fonctionnent? Oui, ils fonctionnent. Mais vous verrez, il fait des calculs de rendement incroyables. Le rendement moyen de la vapeur, tout ça, bon, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'en fait, bon, voilà. Alors voilà, passons. Le rapport Crova est très important, mais Abel Pif va continuer. Donc on voit là exactement donc ces fameux cuiseurs de voyage solaires, comme celui qui est encore donc à Semur-en-Auxois. Hein, c'est à peu près cela. On voit la taille et tout ça. Et puis on a l'idée bien sûr plus. On en voit un petit là sous la fenêtre et puis un plus gros à l'idée d'une maison, d'une habitation, d'une fourniture énergétique individuelle. Voilà, avec, en couverture de l'ouvrage, j'avais repris cette image, qui est une image qu'on peut dire un petit peu publicitaire, hein, quand même, d'Abel Pifre, hein, faite par Abel Pifre, mais qui résume tout. Là, si on regarde, si on la détaille, on a tous les éléments, la force motrice, le pompage de l'eau, le broyage, hein, avec le monsieur qui est à gauche, on peut broyer des choses, on peut voilà, chauffer, etc. On a, bon, voilà. Donc c'est plus une vue de l'esprit, mais reprenant un grand concentrateur comme celui de 1878. Voilà, donc Augustin Mouchot, on ne connaît de lui que cette image, qui est aussi à Semur, hein, il faut le dire, hein, c'est la photographie originale. On le sait maintenant, elle aide à la Société des sciences de Semur. On a mis longtemps à l'identifier, ils l'ont retrouvé finalement depuis que j'ai un peu travaillé sur Mouchot, ils ont cherché dans leurs archives, car en fait, eux-mêmes ne le savaient pas. Moi, je croyais qu'elle était à Tours, je croyais que c'était la photographie d'enseignants à Tours, parce qu'à l'époque, au 19e siècle, on fait des photographies des professeurs, mais à Tours, je ne l'ai pas trouvé, ni aux archives. Et ils ont, alors ils ne savent pas comment ils l'ont eu, hein, d'ailleurs.
Elle a été donnée par quelqu'un, par une dame, mais c'est la photographe, c'est un tirage original, en grand format comme du 19e. Donc, on est quand même sûr, on sait maintenant où il y a le vrai original. J'espère qu'ils vont aussi le conserver avec un petit peu de. Bah, Alors, voilà, parce qu'on a une conservatrice des objets techniques. La Société des sciences, elle est en train de prendre conscience qu'elle a des objets ou des choses sur Mouchot qui ont une vraie valeur, hein, oui, et qu'elle ignorait un petit peu, enfin, parce que la Société des sciences de Semur-en-Auxois, c'est une société des sciences c'est celle qui a réalisé les fouilles d'Alésia, puisque c'est à côté, hein, du site d'Alésia. Et donc, historiquement, elle est très ancienne, elle a plus de 150 ans. Elle a eu une grande activité plutôt archéologique. Euh, la technologie type Mouchot, c'est quelque chose d'un peu plus à la marge, hein, dans leurs préoccupations, mais voilà. 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 Moi, j'avais aussi expliqué comment aussi, pourquoi cette histoire de l'énergie solaire, elle peut permettre, voilà, si ça vous intéresse, Ouais. avec Paléo, voilà, bon, comment on peut aller vers des choses plus modernes, et notamment en Afrique. On retrouve beaucoup d'expériences similaires à celles d'Augustin Mouchot, et il y a une vraie continuité, en tout cas, je crois, sur le long terme, hein, Ouais, c'est ce aussi. que je voulais vous dire, Frédéric, c'est qu'on a eu l'occasion d'échanger avec Emmanuel Denis, le maire de Tours, et on n'arrête pas de lui parler de Mouchot. Ah bah oui, Je pense qu'en 2025, potentiellement, lors d'un événement sur les low-tech, on pourrait je voilà, crois on que pourrait, nous, Tours, exposer, bien sûr, refaire un prototype avec, même bien si sûr, c'est une maquette, bien sûr. voilà, lui redonner en fait sa place dans la ville, en tout cas, parce que moi je pense qu'il faudrait même une statue à son effigie à un moment donné, quoi. Mais là, il y a 2 jours à Semur, les gens, et je l'ai dit, hein, je leur ai dit, s'il y a une ville qui pourra prendre Semur, enfin, et ils ont conscience que Tours a beaucoup plus de moyens que Semur-en-Auxois, qui est une toute petite ville, il n'y a que 4000 habitants. Mhm. Moi, je pense que Tours Non, mais si devrait logiquement, effectivement, faire quelque chose pour le bicentenaire. non, mais c'est Et ça. voilà, Restons dans la boucle avec ce mur, bien vous, sûr, bien notre sûr. travail, notre proximité avec Tours, parce que moi j'y Et suis. pour vous dire, voilà, C'est j'espère que passé. Paléo, je ne sais pas si Paléo a des entrées au ministère de la Culture, mais je pense qu'il faut, moi, je cherche là, je veux regarder comment, est-ce qu'on peut proposer la date de 2025 dans les commémorations officielles? Parce qu'il y a à peu près 150, hein, je crois, chaque année, peut-être, c'est Tout ça. Anaïs, ou peut-être, enfin, les gens qui travaillent. Parce que on devrait constituer le dossier pour dire il faut absolument que dans les commémorations officielles, dans la liste, il y ait Mouchot. Et ça, il faut le faire savoir au ministère de la Culture. Il faut que collectivement, ou par tous les biais qu'on l'on peut, parce qu'une fois que je pense que, bon, notamment, bon, voilà, je suis quand même arrivé au bout de ce livre au bout de 10 ans, et il apporte les preuves. Tout le monde pourra vérifier ce qu'il veut. Je veux dire, on ne peut plus nier maintenant l'importance de Mouchot. Ceux qui le connaissaient le savaient, mais jusqu'à présent, bon, on manquait, enfin, il faut quand même le livre d'histoire, il faut le dire. Voilà, moi, j'ai un petit peu, voilà, je l'ai fait. Il est assez simple, vous verrez. On peut lui reprocher peut-être de sortir de la bio de Mouchot, mais c'était le but. Je parle aussi parfois je fais il y a Razer qui a évoqué pour montrer que le type d'énergie solaire de Mouchot, c'est celui que d'autres gens dans les années 70 ont redécouvert aussi. Alors, un historien classique vous reprochera, va dire, ah, mais bon, moi je voulais pas tomber là-dedans. Et tout ça pour dire que, en s'appuyant là-dessus, je pense vraiment que 2025, il se trouve, le hasard fait que c'est une date. Voilà, et si vous avez des contacts avec Tours et tout, il faut leur plaider, il faut plaider la cause, et puis dès maintenant, parce que vous le savez, les villes, enfin, ils sont bien à 1 an ou à 2 ans de programmation. Il faut qu'ils commencent à discuter, il faut plaider maintenant. Enfin, moi, je dirais, même à Semur, on a conscience d'être un peu en retard. Enfin, on a conscience, les gens qui s'en occupent, parce que ça vient vite. Il faut, dans les quelques mois, d'ici la fin de l'année, qu'il y ait des collectivités qui prévoient qu'en 2025, elles parleront un peu. Alors, je vais voir Lionel. Je n'ose espérer qu'il. Ben, on ne sait pas. L'impossible n'est jamais. En tout cas, on invite les visionnaires de la vidéo à s'équiper de votre ouvrage qui vient de sortir. Euh,
on vous remercie, Frédéric, pour tout ce travail et puis pour le partager, Merci à vous le voilà, vulgariser aussi bien que ça. Voilà. de Euh, pouvoir, Aussi que bah, voilà, Mouchot mérite cet hommage, que c'est que le début, parce qu'effectivement, si on arrive d'ici 2025 à mobiliser un certain nombre de collectivités, un certain nombre d'institutions Et de musée aussi. et de musées, voilà, autour de son travail, ça pourrait être vraiment très, très, très intéressant. Et donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'invention de l'énergie solaire, la véritable histoire d'Augustin Mouchot aux éditions Librinova. Voilà, c'était un ouvrage fourni et que je vous invite à découvrir, dont on l'attend avec impatience. ben oui, je vous l'apporterai là. On essaiera voilà, je voulais vous le remontrer là. Voilà, avec une Pour dire dédicace. aussi qu'il était difficile à publier. Non, mais il faut dire que c'est une maison d'édition très petite, comme vous le voyez. Et, et c'est aussi un ouvrage qui est pour l'instant en auto-édition. Il est distribué comme tous les ouvrages, mais il est ne serait-ce que parce que les éditeurs, des grands éditeurs ont montré un intérêt, mais bon, ils n'ont pas été jusqu'au bout, et même des éditeurs militants étaient intéressés, mais voilà. Et moi, je pensais qu'il était important d'aller au bout. Peut-être qu'un jour, des gens vont se réintéresser, je crois, j'espère. Parce qu'en fait, voilà, vous à Paléo, les gens qui s'intéressent aux énergies le connaissent, mais vraiment, c'est difficile, vous le savez, de convaincre ceux qui ne connaissent pas ces débats, que ça n'est pas un marginal, ça n'est même pas, moi d'ailleurs, je n'aime pas l'appeler un inventeur, hein. J'évite ce mot. Je veux dire que c'est plus un innovateur, car c'est plus que ça. Augustin Mouchot, vraiment, c'est l'invention intellectuelle de l'énergie solaire qu'il a faite. Euh, et il n'a pas rien inventé d'autre d'ailleurs, hein. C'est pas Géo trouve tout, hein, Augustin Mouchot, hein. Et non, c'est quelqu'un comme nous qui prend conscience que le soleil peut nous fournir une énergie abondante, illimitée et gratuite. Génial. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup, Frédéric. À très vite. Bah, Merci à demain beaucoup ou à vous. après-demain, puisqu'on se voit lors de votre prochaine visite à Paris. Et Voilà. puis, bah, voilà, je vous encourage, en tout cas ceux qui visionnent la vidéo, de soutenir Paléo, de liker la vidéo, de la partager. Et puis de ne pas hésiter, si vous avez chez vous dans votre grenier le Soleil Journal, qui serait sorti sur une presse solaire en 1882, n'hésitez pas à nous appeler, voilà, parce on est toujours à la recherche du Soleil Journal, euh, voilà, qui a été imprimé sur cette magnifique presse solaire, dont Marie Nory disait que c'était un peu l'avenir aussi, malgré le fait que ça ne sera pas, en tout cas encore pour l'instant. Merci Frédéric, à très bientôt, à très vite. Merci Merci à vous. et Merci beaucoup. bonne vie à Augustin Mouchot. Merci beaucoup. Longue vie aussi, voilà, à toutes à toutes les innovations énergétiques. À suivre, il y en a beaucoup d'autres. À suivre, oui.